Bien, voici notre énigme 500 maintenant, que nous allons voir. Donc l'habituel, le titre, Bootcamp Claxis, un texte et un visuel. Oh, raté. Voilà, il revient. Donc un visuel avec une portée, une clé de sol, une règle graduée, une équerre, un compas, de l'air, de l'eau, un morse. Bon, on dirait qu'il monte sur un rocher, une montagne, on ne sait pas trop. Voilà, le visuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur notre énigme? Première chose sur laquelle on peut travailler, on doit travailler, ce sera le titre. Le titre, c'est Bootcamp Claxis. Bon, Bootcamp Claxis, qu'est-ce que c'est? Bon, on cherche, et puis on s'aperçoit que c'est un hymne, l'hymne à Saint Jean-Baptiste, qui a été écrit par un certain Paul Diacre. Donc c'est un hymne chanté, bon, d'origine latine. Bien, ok. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a été repris par un certain Guy d'Arezzo, ou Guido d'Arezzo, comme on veut, qu'il a utilisé pour faire quelque chose de particulier, en fait. C'est particulièrement d'ailleurs ce qui nous intéresse. C'est qu'en fait il a pris l'ensemble, là on n'en a qu'un vers, mais il a pris l'ensemble de l'hymne à Saint Jean-Baptiste et il a attribué à chaque premier pied de chaque vers une note en fait. Ou du moins il les a placés sur ce qu'il a appelé un hexacorde, qui est l'équivalent de la portée d'aujourd'hui. Il a placé une note pour chacun des premiers pieds de chaque vers. Donc s'il a placé une note pour ut, et d'ailleurs il a appelé ut, bon, qui est devenu le do après, il a placé une note pour ré, de resonare febris, là, qu'il a appelé ré qui restait ré, il a placé une note pour mi, donc mira gitarum, excusez mon latin, et une pour fa, une pour sol et une pour la. Bon, il n'a pas placé la si, elle a été placée plus tard, enfin bref, il a placé le premier pied de chaque vers, il l'a transformé en note en fait, et il l'a placé sur la portée. Bon, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ça? On sait ça, on sait tout, donc pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça peut nous apporter, mais on verra un peu plus tard. Bon, après, du coup, on a compris le titre, ou du moins on a trouvé une origine. Maintenant on va continuer notre énigme. Allons-y. Ah, 24, 24, 42, 424, 44, ah, d'accord, ok. Alors donc, de toute évidence, ça c'est un cryptage. Bon, qu'est-ce que ça peut être comme cryptage, ce truc-là? Bon, il y a deux termes, il y a le 2, le 4, 2, 4, 4, 2. Bon, en fait, on a vu qu'il y avait un amorce dans notre visuel, donc c'est assez évident, quoi. S'il y a un amorce, il y a deux termes ici, il y a une grande chance que c'était été écrit en morse. Donc en fait, on aurait un terme qui serait attribué au trait et un terme qui serait attribué au point. Donc on ne sait pas trop lesquels. N'empêche qu'on va prendre une table de morse. On va vite se rendre compte que le trait, c'est le 2 et le point, c'est le 4. Et là, on aura une cohérence et on va trouver très rapidement la traduction de ça. Avec notre table de morse, on va trouver à Carignan. Donc, voilà, on a oublié, on a fait ça. À Carignan, on pointe l'orthogonale. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à Carignan, il y a le terme A qui est intéressant. A, ça signifie qu'on est sur un chemin et qu'à un endroit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça veut dire qu'on va passer par cet endroit. Donc finalement, on a déjà un chemin tracé avant d'arriver ici, quoi. Bon, Max l'a confirmé en disant que il y avait une droite connue avant, mais théoriquement, il n'avait même pas besoin de le confirmer, c'était une évidence. S'il mettait à Carignan, ça veut dire qu'il nous avait déjà donné un chemin pour venir jusque-là, dans une énigme précédente. Bien, on va voir ça, finalement, on va voir ça tout de suite sur une carte, parce que Carignan, il va falloir le localiser sur une carte. Si on part du principe à Carignan, on va se rendre vite compte qu'il nous fallait un chemin avant pour venir ici. Donc allons voir ça sur une carte.
Voilà une carte de France. Alors sur cette carte, j'ai localisé Roncevaux, puisque c'est l'endroit où on se trouve, qui est là. Bon, le point rouge là. Donc je vais prendre mon trait là. En fait, bon, j'ai une sale tendance à prendre le trait, de partir de Roncevaux et aller directement à Carignan, ce qui est pas très élégant, enfin, pourquoi pas. Mais enfin, je me souviens quand même, c'est quand même important de se souvenir de ça. Donc voilà, que Roncevaux c'est pile là. Hein. Donc je prends mon trait, je le trace ici. Je me souviens que dans la 580, ben, j'avais pris comme direction, j'avais choisi la direction Épernay. Je l'avais pas pris, je l'avais choisi. Dans la 600, j'avais choisi la direction de ma boussole. Vous savez, on se rappelle qu'en 580, pour moi, c'était la boussole qui allait être utilisée pendant toutes les parties du jeu. Donc, en 580, j'avais pris Épernay sur cette boussole, la direction. J'ai choisi la direction Épernay. En 600, j'avais choisi la direction Forbach, sous le prétexte que j'avais établi un lien entre les numéros d'énigmes et les numéros proposés par la 580. Et donc, là, ben, voilà, ma ligne en fait, Roncevaux Épernay, elle est censée exister déjà, au même titre que ma ligne Roncevaux Forbach, là, que je n'ai pas tracée ici, mais qui doit exister déjà, on la connaît, elle existe, puisqu'on n'avait pas bougé de Roncevaux. Donc il existe une ligne Roncevaux Épernay. Ok, ben, tant mieux s'il existe une ligne Roncevaux Épernay, ben, on va aller voir. Là, on l'a fait passer à Épernay, il n'y a pas de problème. Donc c'est la même ligne. Et ben, si on la prolonge, cette ligne, comme par hasard, elle arrive, je vois pas trop là, elle arrive ici à Carignan. Hop. On peut dire qu'elle passe à Carignan, il n'y a pas de problème. C'est quasi parfait, quoi. Ok, très bien. Voilà, on a notre DCA finalement, puisque c'est la droite connue avant. Vous savez que de Roncevaux, on avait une ligne vers Épernay, une ligne qui se prolonge ici jusqu'à Carignan. Il ne faudra pas oublier de Roncevaux qu'on a aussi une ligne qui part vers Forbach. Bon, pour l'instant, on n'en a pas vu l'utilité, mais elle existe, donc voilà. Donc finalement, le A Carignan, ce n'est que la prolongation de ma ligne vers Épernay. Que, bon, je ne l'ai pas réellement pris en 580, hein. On n'est pas parti en vadrouille là-dessus, mais enfin je peux l'avoir tracé, puisque c'était une ligne qui existait et que je considérais comme étant active en 580. Voilà. Revenons à notre énigme. Donc à Carignan, voilà, on a fait empreinte l'orthogonale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une orthogonale? Eh bien, c'est une droite qui est à 90 degrés par rapport à une autre droite. Nous on est sur notre TCA, donc notre chemin Roncevaux, Épernay, Carignan. Et bien à Carignan, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre une droite qui est à 90 degrés par rapport à celle qu'on a bien juste tracée. On va le faire tout de suite sur la carte. On va l'effacer. Ok. Donc voilà, j'ai fait une orthogonale là. Hop. Je la place à Carignan. On va essayer de faire ça un peu mieux. Voilà. Voilà, ma droite, elle est à Carignan. Donc c'est une orthogonale par rapport à celle-ci, il n'y a pas de problème. Ça a été fait de façon informatique, donc c'est vraiment l'orthogonale pure et dure. Hein. Bien. Alors, donc mon orthogonale, je la fais partir par là. Bon, j'aurais très bien pu la faire partir dans l'autre sens. Bon, elle serait partie plutôt dans la Belgique, là. Bon, je sais même pas si elle n'aurait pas été jusqu'au bout de la carte, et presque trop, enfin, par là, quoi. Dans la Belgique, donc elle aurait quitté la France assez rapidement. Bon. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, ma droite, là, que j'ai tracée, elle a une petite particularité qui n'est pas négligeable,
Elle est là, on la voit là, hop, elle est ici. Elle vient à un endroit qui n'est pas vraiment surprenant. Elle arrive, elle passe à Gérard Mer, l'orthogonale. Pas de speed là, Gérard Mer d'ailleurs. On va se dire, mince, c'est surprenant. Ben non, c'est pas surprenant. Pas du tout même. On a pris Épernay en 580, on se rappelle. Quatrième énigme. Épernay vaudra 4. Ok, très bien. Cinquième énigme dans la... je vais y arriver, dans l'ordre de la baie. La 600, on a pris Forbach. Justement parce qu'on avait défini qu'il y avait une logique d'ordre entre la baie et notre 580. Et ben là, il paraît logique que Gérard Mer soit une ligne ou une direction, je ne sais pas comment on pourrait lire, donnée par notre boussole de la 580, puisqu'on est dans l'énigme dite 6 et que Gérard Mer vaudra 6. C'est ce qu'il y a de plus logique en fait, et ça nous confirme le rôle de boussole de la 580, enfin des villes de la 580. Donc oui, il est normal qu'on vise Gérard Mer, que finalement notre orthogonale tombe sur Gérard Mer. C'est pas un hasard. Donc, eh ben, de fait, on va pas s'amuser à aller de l'autre côté, hein, puisqu'on sait que la direction c'est Gérard Mer, et on vise Gérard Mer avec notre orthogonale. Bon ben voilà, très bien, on est content. Jusque là tout va bien. Bien, on a tracé notre orthogonale, maintenant on va continuer notre énigme. Donc pour trouver la spirale à 4 centres, 560 606 mesures, c'est loin, mais par le méga, c'est 1 million de fois moins. Bon, on va tout de suite régler cette histoire de par le méga, c'est 1 million de fois moins, parce que c'est connu, tout le monde connaît ça. Donc en fait, Max a précisé qu'on devait trouver l'échelle d'une carte dans une énigme, dans l'énigme à partir de laquelle on doit l'utiliser, et qu'on devait trouver la marque de la dite carte dans une IS. Bon, l'IS, tout le monde la connaît, c'est gonfler ses avis tiennent la route, qui nous fait penser forcément à Michelin. Et ici, on a l'échelle de notre carte, hein, qui est au millionième. Bon, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, sauf quelque chose quand même qui doit nous faire réfléchir un peu, c'est cette histoire de méga là. Le méga là. Ouais. Pourquoi est-ce que Max a utilisé le méga? En fait ça paraît un peu idiot, parce qu'en fait si on réfléchit, dire par le méga qui est un coefficient de multiplicateur, on se rappelle que le méga c'est un coefficient multiplicateur par 1 million en fait, 10 puissance 6, si on dit 1 mégawatt, c'est 1 million de watts quoi, par exemple. Et si on lit mais par le méga c'est 1 million de fois moins, ça veut dire que quand on utilise un coefficient multiplicateur par 1 million, c'est 1 million de fois moins. En général c'est plus l'inverse, il aurait dû mettre s'il avait été formel, mais par le micro c'est 1 million de fois moins. Donc s'il a choisi de mettre le méga, c'est pas par hasard. On sait pas trop pourquoi pour l'instant. Alors soit ça nous fait penser qu'ici il y a une division, en fait ça sous-entendrait, mais divisé par le méga c'est 1 million de fois moins, ce qui est plus logique. Soit c'est un autre sens. Alors, bon, il faut retenir que c'est un coefficient multiplicateur, ça a peut-être un intérêt plus tard, ou on comprendra peut-être plus tard la raison de tout ça. Pour l'instant, on va s'arrêter et se souvenir que cette phrase, elle nous dit qu'il faut prendre une carte au millionième pour faire ce qu'on a à faire, en fait. Et que cette carte, en l'occurrence, c'est une carte Michelin. Donc c'est celle que j'ai en version scannée, là, que j'utilise. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre histoire. Pour trouver la spirale à 4 centres, 560 606 mesures, c'est loin. Alors qu'est-ce qu'une spirale à 4 centres? Bon, voilà une spirale à 4 centres. Alors qu'est-ce que c'est qu'une spirale à 4 centres? C'est une spirale dont la construction est basée sur un carré. En fait, chaque coin du carré représentant un centre de la spirale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une spirale à 4 centres. Donc comment on la construit? On prend le premier centre,
Et on trace un arc de cercle, qui est un quart de cercle en fait, dont la longueur du rayon est égale à la longueur d'un côté du carré. Donc ça donne ça. Puis on change de centre, on trace un deuxième arc de cercle, dont la longueur du rayon est égale à 2 fois la longueur du carré. Et ainsi de suite. Donc on change de centre, donc 3 fois la longueur du carré, et on change de nouveau de centre avec 4 fois la longueur du carré. Et ça donne une spirale. Donc dans notre cas, qu'est-ce que veut dire Max en disant pour trouver la spirale à 4 centres, 560 606 mesures, c'est loin. Bon. En fait, on ne sait pas réellement si on doit tracer cette spirale ou la trouver physiquement, sachant que la trouver physiquement, ça risque d'être assez compliqué. On va déjà se poser la question, si on doit la tracer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on sait parce que Max l'a dit, donc il n'y a pas vraiment de secret, c'est que 566 000 mesures pour trouver la spirale, c'est à compter à partir de Carignan sur l'orthogonale. Donc en fait, on peut supposer que le départ de la spirale, le départ du premier arc de cercle, va se trouver à 560 606 mesures de Carignan sur l'orthogonale. Donc on a déjà cette position-là qui est intéressante. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? En fait, il y a une autre chose qu'il faut qu'on se rende compte tout de suite. Une particularité. Alors, pour l'instant, je vais virer ça. On en reparlera plus tard. Parce que c'est important. Mais il y a déjà une particularité qu'il faut mettre en évidence. C'est ces termes-là. Pourquoi est-ce que Max a utilisé le 2 pour faire un trait, pour faire le trait du morse plus exactement, et le 4 pour faire le point du morse? En réalité, ça peut pas être un hasard. S'il a choisi ça, bon, il aurait pu choisir. S'il avait choisi 0,1, on aurait dit, bon, pourquoi pas, il a juste changé par des chiffres, le trait et le point. On sait pas trop pourquoi. Mais le fait qu'il ait utilisé 2,4 est assez curieux. D'autant plus que si on avait été assez logique, on aurait plutôt pris le 4 pour faire le trait que le 2, en fait. Puisqu'il a pris le 2 pour faire le trait et finalement le 4 pour faire le point. Donc c'est assez bizarre déjà comme idée. Mais s'il l'a fait, c'est pas un hasard. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce 2 et ce 4? Donc finalement, dans l'énigme, là, ça nous dit pas grand-chose. Le 2 et le 4, on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Par contre, si on remonte un peu en arrière, même pas très loin en arrière, si on remonte déjà dans la 580, eh ben, on a une numérotation comme ça. On en avait une dans la B, mais une qui allait de chiffre à chiffre, donc ça va pas nous apporter grand-chose. Par contre, dans la 580, on se rappelle que il était marqué que Cherbourg vaudra 2 et que Épernay vaudra 4. Bon. Alors, est-ce que c'est intéressant ça, de savoir ça? Hop. Voilà, on dit Cherbourg égale 2, Épernay égale 4. Ça revient au même que le vaudra, parce que le vaudra étant un futur et que notre 580 c'est du passé, ben, on peut faire l'égalité directement. Eh bien, ce qu'il y a remarqué aussi, c'est que finalement, dans notre cas, ici, dans cette énigme, le 2, c'est le trait, et le 4, c'est le point. En fait, on peut écrire ces deux égalités. Cherbourg égale 2, 2 égale trait, Épernay égale 4, 4 égale point. Il n'y a pas grand chose à faire pour écrire une autre égalité, enfin une autre série d'égalités qui serait comme ça, Cherbourg égale trait et Épernay égale point. Et là c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait sur une spirale on a un trait qui correspond finalement au tracé de la spirale, et on a aussi des points. Chaque centre peut être considéré comme un point. Donc en fait, est-ce que ce serait pas une indication de Max pour dire, eh ben, le trait, il passera à Cherbourg. Le tracé de la spirale passera à Cherbourg. Puisque Cherbourg égale trait. Et, comme Épernay égale point, eh ben, un centre de la spirale sera Épernay. On pourrait même dire
parce que c'est le plus logique, que le premier centre de la spirale soit éperné. En fait, ça suffirait pour définir l'ensemble des centres de la spirale, sachant que, on part du principe que le départ de la spirale se trouve sur l'orthogonale à 560 606 mesures. Donc en fait, le fait d'avoir éperné comme premier centre permet de trouver tous les autres centres à condition de connaître ce point. Mais en fait, si on réfléchit encore un peu plus loin, on pourrait se dire, si on sait que la spirale passe à Cherbourg, si on sait que le premier centre de la dite spirale est éperné, donc on connaît ces deux points, physiquement on les connaît, et on sait que le départ de la spirale se trouve sur l'orthogonale, partant de Carignan, même sans savoir la distance à laquelle elle se trouve, est-ce qu'on ne peut pas tracer la spirale, ou trouver la spirale qui correspond, en fait, à ces critères-là, sans utiliser les 560 606 mesures? Alors pourquoi? Ce serait intéressant ça. Et bien, en fait, la mesure, on ne sait pas réellement ce que c'est. On en a une vague idée, on sait qu'en 780, on en avait déduit que la mesure elle était dépendante du pied, donc l'unité de mesure serait le pied, mais finalement, de valeur de pied, à moins de faire de la capillotraction à fond, on n'avait aucune idée de ce que ça pourrait être. Ça pouvait être un pied anglais, pourquoi pas, le plus classique, 0,3048 en mètres, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. On sait très bien que la valeur du pied elle a changé au fil des époques et de façon importante, donc elle a varié entre 0,27 jusqu'à 0,35 à la limite, en exagérant un peu. Donc finalement on n'a pas de valeur. On ne la connaît pas, la mesure, à ce niveau. Quand on arrive sur cette énigme, on sait qu'elle dépend du pied, mais on ne connaît pas la mesure. Donc du coup, plutôt que de connaître cette valeur, on arrive ici qu'on ne connaît pas, peut-être que cette spirale nous permet de trouver la mesure. Justement par effet rétroactif, c'est-à-dire que si on est capable de tracer la spirale sans tenir compte des 560 606 mesures, qu'on est capable finalement de trouver ce point sur l'orthogonale qui part de Carignan, et bien on serait capable de faire la mesure inverse, c'est-à-dire de mesurer entre Carignan et ce point, de prendre la valeur qu'on trouve, de la diviser par les 560 606 mesures pour trouver la valeur du pied. Oh. Disons la valeur de la mesure. Bon, on suppose que c'est probablement la valeur du pied. En plus, c'est très intéressant parce que si on réfléchit de nouveau au titre, finalement, Guido d'Arezzo, ce qu'il a fait, c'est donner une valeur au premier pied de chaque vers de l'hymne à Saint-Jean. Et finalement, si nous, par le tracé de la spirale, on donnait une valeur à notre pied, finalement, il y a une forme de relation de cause à effet, quoi, entre le titre et ce qu'on va faire. D'autant plus qu'il a choisi le premier vers, qui est Ut 40 laxis. Bon, ouais. C'est peut-être pas par hasard qu'il a choisi ce vers-là, puisqu'en fait, Cherbourg, ça commence par un C. On se rappelle que le C, finalement, c'est en notation musicale anglo-saxonne, et c'est le Do dans notre notation musicale habituelle. Donc c'est le Ut. Et en fait, le fait de positionner Cherbourg sur la spirale, nous permet peut-être de trouver la valeur du premier pied. Et finalement, paradoxalement, on pourrait dire que c'est on est en train de faire exactement ce qu'a fait Guido d'Arezzo, bon, d'une manière totalement différente, mais le principe est un peu le même. Donc voilà, donc on va positionner Cherbourg sur notre spirale qu'on va tracer à partir de ces critères-là, Épernay étant un centre, Cherbourg se trouvant sur la spirale, puis la spirale démarrant finalement sur l'orthogonale tracée à partir de Carignan, et grâce à ce positionnement, on sera capable de donner une valeur au premier pied, au pied en fait. Alors on va essayer ça, on va faire ça, c'est intéressant, donc on va essayer de faire ça. Bon, voilà notre carte qui est prééquipée en fait. Donc on a les traits rouges là. Donc celui-ci représente la DCA qui va de Roncevaux à Carignan en passant par Épernay. Celui-ci représente l'orthogonale à notre DCA, donc qui va vers Gérardmer qui doit se trouver par là. En fait, voilà. Donc on a pris deux instruments, une équerre, dont on a positionné l'angle droit sur Épernay, qui sera notre premier centre de spirale, et
une règle dont on a positionné un côté de la règle sur Cherbourg. Voilà. Donc si on analyse un peu ce qu'on va faire finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est une spirale dont le premier centre est Épernay et qui se trouve sur l'ortho, quelque part sur l'ortho. Le démarrage de notre spirale va se trouver quelque part sur l'ortho. Donc finalement, notre carré, eh ben, il va se trouver entre Épernay, enfin le premier côté de notre carré va se trouver entre Épernay et quelque part sur l'ortho. Donc on voit bien, d'ailleurs on peut le démontrer mathématiquement, ce que je ne ferai pas parce que c'est un peu compliqué, que pour atteindre Cherbourg, on ne l'atteindra jamais sur le premier arc de cercle de notre spirale. Le premier arc de cercle, eh bien, il va se trouver comme ça, quelque part comme ça, il va arriver là au maximum, et il n'ira jamais jusqu'à Cherbourg. Par contre, on sait aussi démontrer qu'on l'atteindra à coup sûr sur le deuxième arc de cercle, en fait, de notre spirale. Celui dont le rayon sera égal à 2 fois la longueur du côté de notre carré. Donc en fait c'est intéressant parce que ce qu'on va chercher finalement, c'est de mettre sur cette règle là une longueur qui sera 2 fois la longueur de notre côté de carré. Donc on va pas faire tourner notre système, on va faire tourner l'équerre de façon à obtenir sur l'équerre, quand elle va arriver en contact de notre ortho, une longueur L. La longueur qu'on aura de l'autre côté de cette équerre jusqu'au contact de la règle doit être aussi égale à L, de façon à faire un carré. Et finalement, la règle, on doit la positionner de façon à ce qu'elle fasse 2 fois la longueur de ce carré. Donc en fait, il faut qu'on fasse tourner le système de façon à avoir entre la règle et l'équerre 2L, entre le point de la règle sur l'équerre et Épernay L, et entre Épernay et l'ortho L. Bon, c'est un petit exercice qui n'est pas forcément très simple, mais qui est parfaitement faisable. Hein. On fait tourner, et puis on fait ça par approche successive, éventuellement. Si on est très fort, on fait tourner les deux en même temps, on y arrive assez facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment on fait en fait. Bon, c'est facile dans le système là. Bon, je vais bêtement faire tourner l'équerre, je vais faire tourner la règle de façon à arriver à cette construction là en fait. Donc je le fais. Voilà. Donc j'ai fait tourner mon système, comme dit, comme je l'ai dit précédemment, de façon à obtenir ici cette longueur égale à L. Donc entre l'ortho et le centre, enfin, entre le centre et l'ortho, cette longueur égale à L, donc jusqu'à la règle ici, et cette longueur entre Cherbourg et l'équerre égale à 2 fois L. Donc là en fait, je sais que ce point sera le démarrage d'une ortho, n'importe quoi, ce point sur l'ortho sera le démarrage d'une spirale qui passera à Cherbourg. À la limite, je pourrais même le tracer, cette spirale qui passe à Cherbourg. Bon, voilà ce que ça me donnerait si je traçais la spirale, enfin au moins jusqu'à Cherbourg, en sachant qu'elle devrait continuer comme ça, là, si je voulais la tracer continuellement, parce que jusqu'au bout, donc ici j'aurais... Et à partir d'ici, je changerai de centre, donc j'aurai mon troisième centre qui commencerait ici, elle descendrait ici, et finalement elle passerait en Meurthe Cantabrique, là elle passerait du côté de Biarritz, en fait, on rentrerait sur les terres à Biarritz, aux environs de Biarritz. Voilà donc ça donne ça. Bon, enfin moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce passage à Cherbourg, c'est le fait que mon centre était sur Épernay, et que finalement le début de ma spirale commence sur l'ortho de Carignan, ici. Et je sais maintenant que je peux faire ce tracé sans tenir compte de cette longueur, qui correspond à 560 606 mesures. Donc par effet rétroactif, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mesurer ça, en fait, avec ma
règle ou avec un compas, ou qu'importe en fait, à mesurer ça, cette longueur entre Carignan et l'ortho, marquer ce point éventuellement, puisque je vais tracer ça sur ma carte, et dire, et ben voilà, cette longueur-là fait 560 606 mesures. Voilà. Donc c'est tout pour notre spirale. Donc on va revenir un peu en arrière. Et maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, eh ben, on va calculer ça, puisqu'on l'a mesuré, on sait la longueur que ça fait, eh ben, il suffit de, après, de calculer pour connaître notre valeur de mesure, notre valeur de pied. Donc allons-y. Donc voilà, nous voilà de retour dans notre énigme. Donc on a notre point, on a notre mesure, on a une valeur de mesure. Et là, il faut se poser une question. Il faut ce qui est fondamental quand on fait une mesure avec un instrument, et ben, ce qui est important, c'est la précision de l'instrument. En fait, mesure, on peut faire, bon, c'est sûr, on peut arriver à une mesure au millimètre, au micromètre si on veut, voire nanomètre si on est très 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 fort. Mais bon, ce qui paraît raisonnable, c'est de dire, voilà, il nous faut une précision de mesure. Donc, quelle est la précision de mesure que nous devons avoir dans cette mesure? Eh bien, Max, il nous l'a dit, directement, et de façon extrêmement simple. Il nous a dessiné une règle, il l'a graduée, et on doit en déduire la précision, c'est une évidence. Alors, quelle est la précision? Eh bien, on a vu là, c'est une règle, c'est du métrique, hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas une règle en pouces ou autre, c'est du métrique. Donc on a 1 cm entre ces deux-là, et 5 mm entre toutes les graduations. Donc notre précision, bah, elle n'est pas du millimètre. Notre précision, elle est de 5 mm. Ce qu'on va mesurer entre notre carignan, là, sur l'orthogonale, là, jusqu'à notre point qu'on a trouvé, ben, ce sera à 5 mm près. Donc évidemment, à la mesure, là, ça devient évident. Eh ben, en mesure 185 mm, même si on trouve que 184 ou 183,8, ou on est dans ces eaux-là, ou dans le, même peut-être si on trouvait 186 ou 187, on reviendrait à 185 mm. La précision sera de 5 mm dans cette mesure. Et ben donc, si on a trouvé 185 mm, eh ben, il est tout simple, comme c'est une carte au millionième, on a 185 km, puisqu'on multiplie par 1 million, le millimètre par 1 million, ça fait 185 km, divisé par 560 606, qui est notre distance en mesure, et bien c'est égal à 0,33. Et c'est égal à ce qu'on cherchait. Donc on en déduit que le pied... Ah, vous vous rappelez qu'on a parlé du premier pied du verre? Eh ben, notre pied, là, eh ben, il est de 0,33 cm. Bien. Une erreur s'est glissée dans le texte, là. Enfin, dans la voix off, plus exactement, et puis même dans le texte écrit, là. En réalité, il ne s'agit pas de 1 pied égale 0,33 cm, c'est évidemment 1 pied égale 0,33 mètres. Alors, dans tout le reste de la vidéo, là, c'est dit 0,33 cm, c'est une erreur regrettable. Donc, bon, évidemment, c'est 1 pied égale 0,33 mètres, et jamais 0,33 cm, ou alors 33 cm si on veut. Voilà. Donc, vous corrigerez par vous-même. Et on l'a bien mesuré. On l'a pas deviné, cette valeur. On l'a mesuré. Peut-être que c'est pour ça qu'il a appelé ça des mesures, notre ami Max. Voilà. Donc le but de cette énigme, c'était de nous faire trouver ça. La valeur du pied, qui est de 0,33 cm. Bon. On pourrait lire, on peut quand même garder notre spirale qu'on a tracée là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins jusqu'à Cherbourg. C'est vrai que c'est important de savoir qu'elle passe à Cherbourg, puisque ça c'est quelque chose qu'on a décrypté. Donc le point Cherbourg est important. Le reste, on ne sait pas trop finalement, ça ne présente pas d'intérêt, parce que de toute façon on n'a pas le droit d'aller chercher sur la carte ou sur la spirale où elle se trouve, etc. Bon, on pourrait s'intéresser à ce point, regarder sur la carte de France, etc., s'apercevoir que ça arrive à un petit patelin qui s'appelle Sainte-Hélène. Bon. Mais en faire des déductions, bref, on va dire non, non, non. C'est pas le but de l'énigme.
le but de l'énigme, c'était bien de nous faire trouver le pied. Bon. Seulement, comme dans toutes les énigmes, là, les précédentes, on s'est amusé à utiliser les items de la 530. Et on a peut-être intérêt à se reposer la question de l'item de la 530 qui correspond à cette énigme. On se rappelle que qu'on avait classé les énigmes, en fait, suivant le classement qui était donné par la B, c'est-à-dire la 1 c'était la 530, la 2 la 780, etc., jusqu'à celle-ci qui pour nous est la 6. Il y avait 6 égale 500 qui était marqué explicitement, enfin implicitement puisque les nombres pairs n'y étaient pas, mais qui était dans la B. Alors donc, intéressons-nous à l'item de la 530 qui nous donne mon sixième aux limites de l'éternité se cache. Bien. Alors qu'est-ce que ça peut nous donner ça? Bah, pas grand chose. Si, un petit détail en fait, on pourrait se poser la question du terme éternité. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce terme éternité pour qu'il l'ait mis en majuscule en fait? Et si on s'amusait à le décomposer ce terme éternité? Si on disait, dans la 530, on a utilisé un E, puisqu'on a pris dans Bourges, on a pris un E de éternité. Donc, si on a pris un E, il n'y est plus là. On n'est plus à la 530. On a la 500. Et là, cette expression empreinte l'orthogonale était intéressante. C'est vrai qu'elle nous a permis de trouver Gérard Mer, mais est-ce que réellement on avait besoin de ça pour trouver Gérard Mer comme direction dans la 500? Non. On avait bien compris depuis la 580 que finalement la boussole, elle était plus ou moins liée au numéro d'énigme. Alors on avait dit d'ailleurs qu'on prenait Épernay, ce qui s'est bien confirmé ici, puisqu'on a notre DCA passait bien par Épernay, dans la 580. On a dit dans la 600 qu'on prenait Forbach, bon, on n'a pas confirmé pour l'instant, on a dit Forbach parce que c'était logique, dans cet ordre-là semblait logique, il fallait prendre Épernay, puis Forbach, et bien là, Gérard Mer, donc, qui est le numéro 6, c'est dans la 6e énigme, du moins l'énigme qu'on a classée 6 dans la B. Donc cette empreinte l'orthogonale, on n'en avait pas besoin. Max aurait très bien pu ne pas le mettre, il aurait bien pu se limiter à 24, pour trouver la spirale à 400, 560 000, c'est loin. En fait, ça c'est du rab, c'est du surplus. Alors pourquoi est-ce que Max a mis du surplus là? Dans mon éternité, si j'emprunte l'orthogonale, j'emprunterai peut-être la lettre orthogonale. C'est laquelle la lettre orthogonale sinon le T? Donc hop, j'emprunte la lettre orthogonale, l'orthogonale, et je la vire. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Et ça, on joue un peu sur les mots. Je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Hop. Sur ce qui me reste là, si je joue un peu sur ce qui me reste, au lieu de aux limites de l'éternité se cache, non, je peux écrire directement aux limites de l'entier se cache. Effectivement. En fait, je l'ai enlevé, il faut que je remette. On mesure là 185, notre entier là, divisé par 560 606, ça donnait pile 0,33. Il n'y avait pas de. Donc c'était bien aux limites de l'entier que se cachait notre pied en fait. Donc c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et puis jusqu'où on pourrait aller dans cette décomposition là? Est-ce qu'on doit se limiter là? Ou pourrait-on aller jusque là? Aux limites se cache. Bon. En fait on n'en voit pas trop l'utilité pour l'instant, mais peut-être qu'à un moment on en verra l'utilité. Donc bon, on enlève le E, on enlève le T, on enlève l'entier puisqu'on l'a utilisé, et on se retrouve avec aux limites se cache. Bon. Donc on va garder ça. On va garder ce aux limites se cache, on ne sait jamais, c'est quelque chose qui peut servir plus tard. Donc finalement, que nous a donné cette énigme? Le pied, la valeur du pied, très importante cette valeur, de 0,33 cm, et en plus, on va garder ce petit aux limites se cache là.
il peut servir. Bon, on va s'arrêter là sur cette ligne. Mais il est bien clair qu'on va y revenir, ça ne fait aucun doute. On va y revenir dans cette ligne parce qu'elle est loin d'être terminée. En fait, on ne sait pas encore. Et on s'apercevra qu'elle est très loin d'être terminée et qu'il y a encore énormément de choses à sortir de là-dedans. Énormément, beaucoup. Mais pour l'instant, notre solution c'est le pi à 0,33 et on gardera le haut limite se cache. Voilà. Donc on a fini notre 500. Et on va passer à la 420. Bon, je rajoute un petit aparté pour ceux que ça intéresse en fait. Pour expliquer un peu comment on peut faire mathématiquement pour démontrer la même chose que ce qu'on a fait par construction là. Donc le but c'était de calculer la distance ici de façon purement mathématique. Alors c'est faisable hein. Donc je vous explique rapidement comment ça marche. Alors, je sais pas si on voit très bien là. Donc on va grossir un peu certaines portions déjà. Donc le but c'est ça. Le but c'est de faire le calcul de la distance carrée en spirale sur leur tour en fonction des données. Premier centre de la spirale à Épernay, ce qu'on a vu. Passage de la spirale à Cherbourg, donc. Et voilà, bon, ouais, il est marqué échelle, carte non respectée sur le dessin. Effectivement c'est bêtement un dessin. Ok, alors comment ça... c'est quoi ce dessin là en fait? Si j'arrive à le recentrer ce serait pas mal. Voilà. Alors globalement on a fait exactement ce qu'on a fait sur la carte. Donc on a notre DCA là, qui part de Roncevaux, qui passe à Épernay et qui va jusqu'à Carignan. On a notre ortho qui est tendu vers Gérardmer, là, qu'on considère comme orthogonal ici, donc on a un angle droit. Et puis on a finalement notre carré là qui sera résultat finalement de notre... ce serait le résultat final de notre calcul là en fait. Et ici la direction qui est Cherbourg. Donc par rapport au deuxième centre du... Non, pardon. Ici, c'est par rapport au premier centre, donc par rapport à Épernay, puisqu'il est ici. Et ici, c'est par rapport au deuxième centre. Donc en fait, ce qu'on voit pas trop, c'est qu'en réalité, ça, comme c'est le deuxième centre, c'est marqué là, c'est égal à 2 fois la longueur du carreau. Ok. Donc comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que mathématiquement on peut sortir de ça? Déjà, on a un triangle rectangle ici. On a cette longueur qu'on a appelée L, qui est une longueur inconnue pour l'instant. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que la construction finale qui doit nous permettre de passer à Cherbourg en prenant comme premier centre Épernay, eh bien, ça doit être L ici et 2L ici. En fait, c'est la construction imposée. Et évidemment, le positionnement de ce trait entre Épernay et l'orthogonale. Donc c'est ça qui sont les impositions de départ. Donc en fait, on a écrit... alors attendez que j'essaie de voir un peu plus clair là-dedans. C'est petit, on voit pas grand-chose. Donc on a donné les noms de variables à chacune des droites là. Donc A c'est celle qui va entre Épernay et Cherbourg, qui sont mesurables et connues. Donc ça c'est des constantes. B c'est pareil, entre Épernay et Carignan, c'est mesurable et connu. X, donc c'est l'inconnu final, hein, finalement. L, donc c'est celle qui nous permet de faire notre construction de spirale. Donc L, L, 2L. Et puis voilà. Alors les angles. Alors on a un angle connu, c'est l'angle A0, qui est entre Cherbourg, Épernay et Carignan. Et l'angle droit connu derrière, qui est l'angle droit de notre carré. Là. Du coup, la somme A1 plus A2, elle est connue et constante. Par contre, on connaît ni A1 ni A2, on connaît que leur somme. Donc ça nous donne finalement... Si on regarde un peu, c'est un peu casse-pied comme... Voilà. Je suis pas sûr qu'on voit tout. J'aimerais bien. Voilà, ok. Donc en fait, l'équation de base, ça va être ça. Hein. Donc les équations en fait, A1 qui correspond à l'angle ici, qu'on ne connaît pas. Par contre, on sait le définir en équation, on sait dire qu'il est égal à arc cosinus A2 qui est connu, donc qui est la distance, je crois que A c'est la distance, voilà, Épernay-Cherbourg. Donc moins 3L2 qui est
notre longueur paramétrique, là, c'est notre paramètre en fait, qu'on fera varier d'ailleurs, est divisé par 2AL, donc en fait, la seule chose qu'on peut pour trouver A1, ce serait de faire varier L en réalité. Idem, A2, c'est arc cosinus B sur L. B est connu, L c'est celle qu'on va faire varier. Et on sait que A1 plus A2, donc du coup, si on fait le développement de ça, on sait que A1 plus A2, eh ben, c'est égal à arc cosinus A carré moins 3L carré divisé par 2AL plus arc cosinus B sur L. En fait, c'est la somme de A1 plus A2. Voilà. Et comme on connaît cette valeur, puisqu'elle est déterminée par elle est égale à 360 moins 90 ici, moins le A0 qu'on s'est mesuré. Donc en l'occurrence, je crois que j'ai donné les valeurs quelque part. Hop. Donc A1 plus A2 est constante, elle est égale à 138,5. Puisqu'on s'est mesuré l'autre, eh ben, je l'ai mesuré, donc en fait on en déduit que c'est égal à 138,5. A, qui est la distance Épernay-Cherbourg, est égale à 415 km, ça aussi mesuré. B, qui est la distance Épernay-Carignan, égale à 110 km. En fait, une fois qu'on a toutes ces données-là, voilà, donc puisqu'on connaît, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est A1 et A2, mais on connaît leur somme. Donc en fait, il suffit de faire varier L de façon à trouver la valeur ici. Bon, on pourrait s'amuser à faire l'équation, finalement ça revient à une équation de Trigo, puisque ça deviendra L notre inconnu en réalité. Hein, là-dedans, puisque tout le reste est connu en fait. Ça c'est constant, A est connu, B est connu, donc en fait on est capable de résoudre directement l'équation de Trigo. Pour les spécialistes de ça, moi je me suis pas cassé les pieds là, j'ai fait une tabulation sous Excel, on va la voir. Et en fait notre longueur qu'on cherche là finalement, qui est entre Carignan et le départ de la spirale, et ben c'est bêtement, d'après Pythagore là, c'est bêtement x carré racine de L carré moins B carré. Hein. Si on regarde ici, une fois qu'on a L, on a fini notre histoire. Ok. Donc ici, L étant l'hypoténuse du triangle rectangle, et puis B un des côtés et X l'autre côté. Hein. Donc pour avoir X, bah, on fait Pythagore. Hein. Voilà. Donc globalement. Donc en fait, on peut démontrer ça relativement facilement. Bon, il existe un seul L qui répond à ça, au moins dans la gamme qui nous intéresse. Hein. C'est-à-dire... bon, il y en a qu'un en fait. Pour avoir cette forme de spirale, il n'y en aura qu'un. C'est impossible qu'il y en ait un deuxième. Ok. Donc en fait, je l'ai tabulé sous Excel. Alors ce que j'ai fait, je l'ai tabulé sur 2 plages en réalité. Bon, pour éviter de faire l'équation Trigo, c'est vrai que j'aurais pu faire un effort, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Je l'ai fait varier sur 2 plages, donc sur une plage entre 140 et 350, parce que bon, ouais, ça c'était pas mal. Et après sur une plage plus pointue pour obtenir, jusqu'à obtenir la valeur de A1 plus A2 qui nous intéresse. Hein, en réalité, donc je me suis pas cassé les pieds. J'ai dit, j'ai pris L, j'ai regardé à peu près où il tombait, et puis après j'ai affiné, quoi. J'ai fait ça par approximation successive, si on veut. Ce qu'on aurait fait, ce qu'on fait quand on utilise la règle bêtement, quoi. Quand on utilise la démonstration que je vous ai fait là dans la vidéo, ou enfin une démonstration, plutôt la manipulation qu'on fait dans la vidéo, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc on y va par approximation successive, on déplace l'équerre jusqu'à avoir le triplet L, 2L entre l'équerre et la règle. Et finalement on obtient la même chose, on va trouver le même point. Sauf que là, ça se démontrait mathématiquement. Hein. Bon, donc, voilà. Alors en fait, voilà ce que ça donne sous Excel en fait. Donc la tabulation elle est basée comment? Ben, simplement on a repris A là. Donc A c'est la distance Épernay-Cherbourg, qui fait 415 km. On a repris B, la distance qui était Épernay-Carignan. Puis on a fait varier L. Donc on les a pris 10 par 10 là. Et puis ici on a recalculé à chaque fois ben, la valeur de A1, suivant la formule qu'on avait tout à l'heure, là, cosinus, je sais plus ce que c'était. Enfin on a repris exactement la formule, puis idem pour A2. Là on fait la somme de ces deux là. Et puis ici on a sorti le X, notre X final qui est entre Carignan et notre début de spirale. Donc on a tabulé, donc on retrouve les formules partout là, et puis
Et puis en fait, ce qu'on cherche à obtenir, eh ben, c'est le A1 plus A2 qu'on connaît, qui est égal à 138,5. Donc on se balade dans le L là, entre 160 et je sais plus combien, ou 140 et je sais plus combien, et quand on voit ici qu'on est que notre 138,5 est compris entre ces deux, eh ben on prend cela. Donc L sera entre 210 et 220. D'ailleurs on voit bien aussi que X est déjà entre 178 et 190 là. Et puis ces deux-là, eh ben, on les tabule plus finement, qu'on refait exactement la même chose avec de la tabulation fine à... Bon là c'est à 100 mètres carrément, j'ai fait de la super finesse, bon ça présente pas vraiment un grand intérêt. Et voilà. Donc en réalité, là par contre on va le trouver très proche de 138,5, là on est entre 138,45, 138,51, 138,58, etc. Donc on sait que notre valeur finale, ce sera ça. Ok, bon, ici, voilà, donc en fait, pour être parfaitement à 138,5, on sera entre ces deux valeurs de x, là, qui est 184,84 et 184,96. Donc on voit qu'on est très très proche de 185, en fait. Bon, alors, sachant qu'on a inévitablement une erreur, parce que là j'ai été à l'extrême en faisant un point, bon, ça présente assez peu d'intérêt, parce qu'en fait ici j'ai arrondi au kilomètre évidemment, hein, j'ai mis 415 km 110, ça doit pas être exactement ça. Pareil, le 138,5 c'est pas, bon c'est déjà précis, tel que c'est largement suffisamment précis. Donc en fait, on voit bien d'ailleurs qu'on peut, même si on met entre 138 et 139, on reste déjà dans la gamme, on avait donné une gamme de 5 km de précision, on est largement bon, quoi, puisqu'on varierait entre 184,2 et 185,9. Okay. Donc il n'y a pas du tout de problème en réalité pour fixer le 185. Voilà, pour dire qu'on peut le faire purement mathématiquement, là c'est purement mathématique, hein, et qu'on va retrouver aussi les 185 si on prend les bonnes valeurs. Donc c'était tout, c'est juste un aparté sur ça. Parce que c'était peut-être pas très clair dans la démonstration avec la règle et l'équerre. En fait, le but avec la règle et l'équerre, c'était de retrouver ce triplet là. On déplaçait l'équerre et la règle de façon à trouver un triplet L2L là. Ça c'était sur la règle, et ça ces deux-là étaient sur l'équerre. Et le bout de l'équerre sur l'ortho, l'angle droit de l'équerre sur Épernay, et finalement un côté de la règle bloqué sur Cherbourg. Donc on faisait tourner comme ça les deux de façon à obtenir le triplet L2L. Par contre, dans mon cas, dans le cas de la règle et de l'équerre, hein, finalement on s'intéressait pas du tout à cette longueur là, puisque par construction, une fois qu'on avait trouvé le triplet L2L, la valeur de L ne nous intéressait pas. Donc en réalité, ce qui nous intéressait, c'était la mesure directe de X.